Codrous au Maroc vous présente le cours Permis de conduire catégorie B. Le cours comporte 3 parties complémentaires. La première traite la signalisation réglementaire utile et nécessaire pour conduire. Dans la deuxième, vous aurez des notions sur la conduite et les règles de circulation. Dans la troisième et dernière partie, vous découvrez des notions sur le conducteur, le véhicule et les comportements du circuit qu'il faut adapter. Avant de se mettre à conduire un véhicule, il faut comprendre d'abord comment il fonctionne, les divers équipements qui le composent et certaines commandes qui se trouvent à bord. Ça va me permettre d'apprendre à conduire plus facilement. En cas de problème aussi, il sera utile que tu saches effectuer quelques dépannages simples. Un autre conseil, n'oublie pas qu'un véhicule a besoin d'être bien entretenu. Vous avez raison, de cette manière, mon véhicule ne risque pas de tomber alors très souvent en panne et il polluera moins. Le tableau de bord fait partie du poste de la conduite. Bien sûr, sa composition change selon les différents fabricants. Mais certains éléments sont obligatoires. Il s'agit de l'indicateur de vitesse et du compteur kilométrique. En jetant un coup d'œil sur le cadran qui indique la vitesse en km/h, je peux savoir la vitesse exacte à laquelle je roule. Chose essentielle pour ma sécurité et celle des autres usagers, puisque l'impression de vitesse est généralement trompeuse. Pour ce qui est du compteur kilométrique, il sert à enregistrer les kilomètres parcourus par ton véhicule. Cela va me donner une idée dans un premier temps sur la longueur du trajet que j'ai parcouru. Et la chose la plus importante, c'est que je peux connaître aussi l'état d'usure de mon véhicule et par conséquent, je peux procéder à des opérations d'entretien si nécessaire. Maintenant, parle-moi des autres éléments non obligatoires. C'est la jauge de carburant, la jauge à huile, le compteur tour. Actuellement, on les trouve dans la plupart des véhicules. La jauge de carburant m'indiquera le niveau du carburant au niveau de réservoir. Bien évidemment, sur un long trajet, je dois jeter un coup d'œil de temps à autre sur le tableau de bord. De cette façon, j'éviterai de tomber en panne du carburant. De toutes les manières, il est accompagné d'un voyant qui s'allume une fois la consommation au carburant s'approche de la fin du réservoir. Ceci est aussi valable pour la jauge à huile. Elle est accompagnée, elle aussi, d'un voyant qui s'allume lorsque la pression d'huile devient basse. Je ne peux vérifier donc le niveau de l'huile qu'une fois le moteur est arrêté. Pour le compteur tour, il indique la vitesse à laquelle tourne le moteur tout simplement. Le tableau de bord, comme on vient de le voir, comporte aussi des voyants qui s'allument en rouge, en jaune, en vert ou en bleu. Tu peux le déduire de toi-même que ces voyants accomplissent des rôles différents. Un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de mon véhicule alerte d'un problème urgent ou d'un danger. Je ne dois pas partir. Par contre, s'il s'allume alors que je suis en circulation, je dois m'arrêter immédiatement. Le premier voyant du système de freinage indique que le niveau du liquide du frein est insuffisant. Je dois vérifier vite si j'ai une fuite au niveau du réservoir. Le deuxième informe que le frein du parquage est encore serré. Le troisième, charge batterie, indique que la batterie est défectueuse. Le quatrième signale que la pression d'huile est très basse. L'avant-dernier voyant indique que le moteur chauffe d'une façon anormale. L'arrêt est donc obligatoire. Le dernier signale aux autres usagers que le signal de détresse est utilisé. Lorsqu'on roule, aucun voyant rouge ne doit être allumé, mis à part le signal de détresse qu'on allume lorsqu'on se trouve le dernier d'une file, ou lorsqu'on roule à une vitesse fortement réduite, ou encore lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée dans un endroit dangereux, comme par exemple un virage, une intersection, un sommet de côte, etc. Le voyant starter signale que le starter est utilisé. Selon les marques et les modèles des voitures, le starter est soit manuel, soit automatique. Le préchauffage diesel existe uniquement sur les voitures à moteur diesel. Il faut que j'attende à ce qu'il soit éteint pour que je puisse démarrer. Le voyant des embuages dégivrage, très utilisé par mauvais temps, indique que le désembuage de la vitre arrière est en marche.
Le quatrième signal indique que les feux arrière de brouillard sont allumés. S'il commence à pleuvoir, je n'oublie pas de les éteindre pour ne pas éblouir l'usager qui me suit. Le voyant réserve carburant me signale que mon niveau de carburant est à la baisse. Enfin, et sur certains véhicules, le voyant plaquettes de frein peut s'allumer une fois les plaquettes sont usées. Les voyants verts et bleus donnent les informations sur le système d'éclairage du véhicule et sur le fonctionnement des clignotants. Seuls les feux de route sont indiqués par la couleur bleue. Les autres voyants verts concernent les feux de position, les feux de croisement, les feux avant de brouillard et les clignotants. Ce n'est pas par hasard que les commandes sont regroupées à portée du conducteur près du volant. C'est parce qu'il ne faut pas qu'il quitte la route des yeux même pour un laps du temps. En effet, il m'est indispensable de savoir trouver rapidement les commandes de mon véhicule. Je sais que d'une marque ou d'un modèle à un autre, leur position ou leur usage peut varier un peu. Pour cela, lorsque je suis à bord d'une nouvelle voiture, avant de partir, je dois me familiariser d'abord avec le poste de la conduite. Tu sais que certaines commandes sont obligatoires, comme le klaxon, les essuie-glaces, les lave-glaces et l'antivol. Elles portent toutes des symboles normalisés, comme il le montre la photo. À titre d'exemple, le premier symbole signifie tout simplement la commande du klaxon. Le deuxième symbole signifie que la ventilation se fait vers le haut de l'habitacle. Et le dernier signifie que la ventilation est vers le pare-brise. Je sais que le véhicule possède un système d'éclairage et de signalisation à la fois à l'avant et à l'arrière, pour que je puisse voir et être vu. Effectivement, à l'avant, on trouve les feux de position, qu'on a l'habitude d'appeler veilleuses aux lanternes. Ils sont utilisés en agglomération éclairée ou pour stationner sur une chaussée non éclairée. Les codes, appelés aussi feux de croisement, je les utilise pour suivre ou croiser un autre usager ou si je me trouve sur une route éclairée en continu. Ils ont l'avantage d'être non éblouissants. Je peux faire usage de mes feux de croisement aussi en cas de visibilité réduite, par mauvais temps, pluie, brouillard, neige, dans un tunnel par exemple. Les feux de route, appelés couramment les phares, ont une lumière éblouissante. Je ne les utilise donc que pour circuler la nuit sur une route non éclairée, et bien sûr en absence des autres usagers. Pour annoncer le changement de ta direction ou pour annoncer une manœuvre, tu as besoin des feux de changement de direction, qu'on appelle aussi clignotants. Comme tu peux le constater, ils ne sont pas éblouissants. Tous les feux d'éclairage et de signalisation dont on vient de parler, c'est-à-dire les feux de position ou veilleuses, les feux de croisement au code, les feux de route ou phares, les feux de changement de direction ou clignotants sont des feux obligatoires. Il faut que tous les véhicules en soient équipés. Les feux facultatifs sont donc les deux feux avant de brouillard et les feux de route complémentaires. Les feux avant de brouillard émettent une lumière étalée et rabattue vers le sol. Ils sont utilisés pour compléter ou remplacer les feux de croisement partant de brouillard, de forte pluie ou partant enneigé. Tu peux les laisser allumés pour croiser un autre usager. La nuit, hors agglomération, sur certaines routes et surtout sur les routes étroites et sinueuses, ils peuvent compléter les feux de route. Pour les feux de route complémentaires, ils sont identiques aux feux de route, avec en plus une longue portée de la lumière. Pour être visible la nuit à l'usager qui te suit, des feux sont montés à l'arrière du véhicule. Comme feu obligatoire, on trouve dans un premier temps deux feux rouges qui s'allument en même temps que les feux de position, que les feux de route, que les feux de croisement ou que les feux de brouillard. Je ferai usage de ces feux lorsque ma visibilité est réduite ou pour rendre mon véhicule visible en stationnement sur une chaussée mal éclairée. La plaque d'immatriculation est munie à son tour d'un dispositif d'éclairage, afin de rendre le numéro lisible la nuit. Elle s'allume en même temps que les feux rouges. Les feux stop sont d'une couleur rouge plus forte que celle des feux rouges, mais ils ne sont pas éblouissants. Ils sont généralement au nombre de 2, parfois au nombre de 3 selon les modèles des voitures. Ils annoncent le freinage du véhicule et ils s'allument dès qu'on appuie sur la pédale de frein. Enfin,
Comme feu obligatoire arrière, il y a les deux indicateurs de changement de direction, qu'on appelle aussi clignotants. Ils s'allument en même temps que les clignotants avant. Je les fais fonctionner si je souhaite changer de direction ou effectuer une manœuvre. Le véhicule peut être équipé par d'autres feux qui ne sont pas obligatoires, comme les feux arrière de brouillard. Par leur lumière puissante de couleur blanche, ils rendent le véhicule bien visible partant de brouillard ou partant enneigé. Comme tu me l'avais déjà dit, je ne ferai pas usage de ces feux arrière de brouillard partant de pluie. Ils sont éblouissants pour l'usager qui me suit. Les feux de recul sont aussi des feux facultatifs. C'est pour faire la marche arrière. Généralement, ils s'allument automatiquement au moment de la manœuvre. Le troisième feu stop est aussi un feu facultatif. Il n'est pas placé au même niveau que les deux feux stop principaux, mais ils s'allument tous les trois en même temps. Les feux obligatoires à l'avant comme à l'arrière sont les feux de détresse. Comme il le montre la photo, lorsque ces feux sont allumés, ils correspondent au fonctionnement simultané des clignotants gauche et droit, à l'arrière comme à l'avant. Ça me sert à me rendre visible pour les autres usagers en cas où je serai immobile sur la chaussée à cause d'une panne ou si je suis obligé de rouler à une allure anormalement réduite. Si tu es la dernière d'une file, il faut faire aussi usage de tes feux de détresse pour annoncer aux conducteurs qui sont derrière toi qu'il y a un ralentissement de la circulation. Lorsque tu es au volant de ton véhicule, le seul lien entre ton véhicule et la chaussée sont bien sûr les pneus. Une bonne adhérence des roues à la chaussée dépend essentiellement de l'état de la pneumatique. Elle est déterminante pour ta sécurité. Pour ne pas perturber la tenue de route, il est obligatoire de monter des pneus de structure identique sur le même essieu. Explique-moi, c'est quoi la structure d'un pneu? C'est la façon dont la carcasse du pneu est fabriquée. Différentes structures existent. Sur la photo, c'est la structure radiale. Elle est la plus répandue parce qu'elle offre une meilleure performance et une grande adhérence. On parle aussi des sculptures des pneus. Exact. Les sculptures sont tout simplement les dessins en creux et en relief dans la bande de roulement du pneu, comme il le montre la troisième photo. Elles renseignent sur l'état d'usure du pneu. Leur rôle est principal dans l'évacuation de l'eau lorsqu'on roule sur une chaussée mouillée. Si mes sculptures sont usées et si je roule à une vitesse élevée, l'adhérence de mes roues sur une chaussée mouillée est faible. La pellicule d'eau entre le pneu et la route provoque le glissement de mon véhicule. Je ne peux plus le contrôler. Chaque constructeur donne des indications sur la pression du gonflage des pneus des véhicules. Il est recommandé de les respecter. Cette pression doit être légèrement élevée lorsque le véhicule est chargé ou si on souhaite rouler longtemps sur autoroute à une allure soutenue. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences du sous-gonflage des pneus. En effet, des pneus sous-gonflés provoquent d'abord une très mauvaise tenue de route, avec une usure rapide des flancs et des bords de la bande de roulement. Les conséquences peuvent être plus graves. Dans certains cas, ça peut entraîner un échauffement excessif provoquant l'éclatement du pneu. Je dois donc vérifier la pression de mes pneus d'une façon régulière, au moins une fois par mois, même si je circule très peu. Chaque véhicule automobile est équipé d'un dispositif du freinage. Le frein principal agit sur les 4 roues. Il est commandé par une pédale qu'on actionne avec le pied droit. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle aussi le frein à pied. À chaque fois que j'appuie avec mon pied sur la pédale du frein, je crée une compression d'un liquide huileux spécial, contenu dans une canalisation reliée à chaque roue. C'est cette pression qui entraîne le freinage des roues. Pour un freinage efficace, il faut que ce liquide soit en quantité suffisante dans le réservoir et dans les canalisations. Comme tu le sais, le frein de parquage qu'on appelle habituellement frein à main permet de maintenir le véhicule à l'arrêt en l'absence du conducteur. Il est commandé par une poignée qu'on actionne avec la main. Le fonctionnement du frein à main est assuré par un système de câbles métalliques qui permet le blocage d'au moins 2 roues d'un même essieu. Ce que tu dois savoir en plus, c'est que le frein à main peut jouer aussi le rôle du frein de secours lorsque le frein principal présente une défaillance. Pour fonctionner,
Le moteur a besoin d'un ensemble d'éléments reliés entre eux, assurant des rôles bien précis. Je vais t'en parler pour l'instant du moment de démarrage, c'est-à-dire le moment où tu tournes la clé du contact. 3 éléments principaux interviennent. L'essence ou le gasoil stocké dans le réservoir, l'air épuré dans un filtre à air et l'électricité stockée dans la batterie. Autrement dit, le moteur a besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie est fournie essentiellement par la combustion du mélange gazeux formé par le carburant et l'air, aux dépens de l'électricité fournie par la batterie. Exact. C'est le carburateur qui produit ce mélange gazeux, qui est acheminé vers les cylindres, reliés à leur tour aux bougies. Donne-moi un peu de détails pour comprendre comment tourne le moteur d'un véhicule. Sur la photo, le mélange gazeux venant du carburateur par la soupape d'admission ouverte va être aspiré par le piston et descend dans le cylindre. C'est ce qu'on appelle l'admission. Sur la deuxième photo, je vois le piston qui remonte et comprime le mélange gazeux. Bien entendu, la soupape d'admission et la soupape d'échappement restent fermées. C'est donc la compression. Ce n'est que lorsque le piston arrive en haut du cylindre que la bougie produit une étincelle qui provoque l'explosion du mélange. Cette explosion fait redescendre le piston, comme c'est montré sur la troisième photo. Et c'est ce qu'on appelle le ton moteur. À la suite de cette explosion, il y a formation des gaz brûlés. Le piston remonte comme il me le montre la dernière photo et chasse ces gaz qui s'échappent par la soupape d'échappement. Ce n'est pas par simple hasard qu'il y a un système lubrifiant les différentes pièces du moteur. Comme tu le sais, ces pièces sont métalliques. Or, le frottement métal contre métal crée des frictions et du grippage paralysant tout mouvement. Le graissage permet donc de remédier à cet inconvénient en interposant un lubrifiant entre les pièces du moteur qui empêche ce contact direct entre elles. Exact. Ce lubrifiant est maintenu à une température constante grâce au système de refroidissement. Il se trouve dans une réserve d'huile contenue dans le carter. Je te recommande de vérifier de temps à autre le niveau au moyen de la jauge à huile et le compléter si nécessaire lorsque le moteur est froid. Et si je constate que cette huile est usée, il faut que je procède à la vidange, c'est-à-dire la changer. Sinon, la lubrification ne se fait pas correctement et les frottements entre les pièces mécaniques sont à l'origine d'une surconsommation de carburant. Le moteur a besoin d'être refroidi. Il produit une chaleur considérable. Au fait, au moment de l'explosion, la température des gaz au niveau des cylindres peut atteindre 2000 degrés Celsius. Le refroidissement du moteur est assuré alors par un liquide, lui-même refroidi dans le radiateur par de l'air. Le refroidissement du moteur est donc indispensable, surtout que l'huile peut perdre sa qualité et son pouvoir lubrifiant, ce qui peut augmenter les frottements entre les pièces mécaniques d'une façon excessive. Pour éviter ces ennuis, veille au bon fonctionnement du radiateur. Jette un coup d'œil de temps à autre sur les témoins de température au tableau de bord. N'oublie pas non plus de vérifier souvent le niveau de liquide de refroidissement et la propreté de la grille du radiateur aussi. Les deux éléments principaux dans le circuit électrique d'un véhicule sont la batterie et les bougies. Comme je te l'avais expliqué, l'explosion du mélange gazeux dans les cylindres est provoquée par l'électricité. Cette électricité est stockée dans la batterie. La batterie fournit donc un courant électrique qui est transformé en un courant haute tension qui est transmis par la suite à la bougie qui fournit à son tour l'étincelle. Pour assurer une alimentation électrique correcte, il faut veiller non seulement au bon fonctionnement de la batterie, mais s'assurer aussi de l'état des bougies. Il ne faut pas qu'elles soient déchargées de cette énergie électrique. Pour cela, je la vérifie d'une façon régulière et je n'oublie pas d'éteindre les feux de croisement et le feu de route lorsque le moteur est arrêté. Ces feux déchargent la batterie en très peu de temps. Le démarreur décharge beaucoup plus une batterie. Il faut éviter de l'utiliser d'une façon prolongée. L'embrayage et la boîte de vitesse font partie du système de transmission, qui se compose en plus de deux autres éléments qui sont le moteur et les roues motrices.
Ces éléments fonctionnent selon une organisation bien déterminée tout en respectant l'ordre suivant. Moteur, embrayage, boîte de vitesse, roue motrice. L'embrayage sert à couper ou à rétablir une liaison entre le moteur et la boîte de vitesse, dont je vais t'en parler après. Pour comprendre ce fonctionnement de l'embrayage, il faut savoir d'abord de quoi il est composé. Au fait, et comme il le montre la photo, il est formé de deux disques. Un disque relié au moteur et l'autre disque est relié aux roues. On le commande par une pédale. D'après ce que je vois sur la photo, 3 positions des disques de l'embrayage sont possibles. Exact. Dans la première position, la pédale est totalement relevée. C'est la position embrayée. Dans cette position, les deux disques sont collés l'un contre l'autre et ils tournent à la même vitesse. Le moteur est donc relié aux roues. Dans la deuxième position, je commence à embrayer en relâchant lentement la pédale. Dans cette position intermédiaire, je fais rapprocher progressivement le disque relié aux roues du disque entraîné par le moteur. Autrement dit, le moteur va entraîner progressivement les roues. C'est le patinage de l'embrayage. On patine de cette façon lorsqu'on veut partir progressivement ou pour manœuvrer lentement. La dernière position, c'est la position débrayée, c'est-à-dire la pédale de l'embrayage est enfoncée à fond. Les disques sont séparés et par conséquent, le moteur n'est plus relié aux roues. Je débraye pour passer les vitesses et au moment de l'arrêt pour ne pas caler le moteur. La boîte de vitesse, qui fait partie du système de transmission, permet d'adapter la puissance du moteur aux conditions de la circulation. Autrement dit, on peut rouler à des allures différentes sans fatiguer le moteur. Actuellement, presque toutes les voitures comportent 5 rapports de vitesse. J'aimerais bien comprendre le lien entre ces rapports de vitesse et l'allure à laquelle roule la voiture. C'est montré sur le tableau. Comme tu le vois, les roues tournent doucement en première vitesse. C'est la plus puissante. On démarre toujours en première vitesse. La deuxième et la troisième sont des vitesses intermédiaires. Elles vont me servir à continuer à lancer le véhicule. La quatrième, par contre, est un rapport de vitesse très puissant, c'est la vitesse de croisière. Quant à la cinquième, elle permet au véhicule de circuler à une vitesse élevée. Mais le moteur ne fournit pas beaucoup d'efforts. Et donc, la consommation en carburant est faible. Il faut savoir charger son véhicule pour éviter d'être gêné pendant la conduite. Plus que ça, des bagages posés sur la plage arrière risquent d'être violemment projetés sur le conducteur et les passagers qui l'accompagnent, en cas d'un freinage ou d'un arrêt brusque. Je veille à ce que mes bagages soient placés dans le coffre. Et si je suis obligé de charger des bagages sur le toit, il faut qu'ils soient bien attachés. Pour les pièces encombrantes, je pense qu'il y a des consignes à suivre. Effectivement, pour ce genre de pièces, il ne faut pas qu'ils débordent à l'avant. Il ne faut pas qu'elles dépassent de plus de 3 mètres à l'arrière et il ne faut pas non plus les laisser traîner par terre. Pour éviter des ennuis qui peuvent surgir, à chaque fois qu'un objet dépasse de plus d'1 mètre, il faut accrocher un fanion rouge complété par un dispositif réfléchissant pour rouler lorsque la visibilité est réduite, surtout la nuit ou par temps de brouillard. En attelant son véhicule à une remorque, on forme un ensemble de véhicules. Pour circuler, il faut connaître certaines règles particulières. Donc, il y a une réglementation à suivre. Il s'agit de la réglementation du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé. Le poids total autorisé en charge de la remorque, ou le PTAC, figure sur sa carte grise et sur la plaque du constructeur. En chargeant la remorque, il ne faut pas que son poids et son chargement dépassent ce PTAC indiqué sur sa carte grise. Par contre, le poids total roulant autorisé, c'est le poids maximum de l'ensemble voiture plus remorque. De la même manière, je ne dois pas dépasser le PTRA qui figure sur la carte grise. Pour beaucoup plus de précision, le poids total roulant autorisé ne correspond pas à l'addition du poids total autorisé en charge du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué. Le poids total roulant autorisé
est une limite fixée en fonction des possibilités des véhicules tracteurs. La façon de conduire de chaque conducteur attribue d'une façon très étroite à l'usure du véhicule et à l'augmentation de la consommation en carburant. Je pense que chacun de nous peut adapter un style de conduite efficace et économique si on applique certains principes simples et si on adapte une conduite apaisée et souple. Exact. Une conduite brutale, des accélérations suivies des actions de freinage, une mauvaise utilisation de la boîte de vitesse n'aménagent pas la mécanique et font accélérer l'usure du véhicule. Une pression des pneus insuffisante ou différente sur un même essieu, ainsi que le transport des objets dans le coffre ou sur le toit du véhicule, offre une résistance à l'avancement et une mauvaise pénétration dans l'air, d'où une consommation supplémentaire du carburant. Un véhicule bien réglé et bien entretenu est à la base d'une économie de carburant et le ralentissement de son usure. Certains éléments sont à vérifier et si nécessaire à changer après un certain parcours. C'est le cas des bougies d'allumage. Avant 10 000 km, il faut les vérifier et les remettre en état. Au bout de 15 000 km, il faut les remplacer. Le filtre à air nécessite à son tour un entretien suivant les indications du constructeur. Un filtre à air encrassé est à l'origine d'une surconsommation de carburant parce que le moteur devient sale et se refroidit mal. Je n'oublie pas non plus la vidange et le graissage du moteur que je dois effectuer suivant les indications et la fréquence prescrite par le constructeur. Pour cela, il faut que la viscosité de l'huile utilisée soit conforme à celle recommandée dans la notice technique du véhicule. Un dernier point très important, il s'agit des véhicules qui sont mis en circulation depuis plus de 5 ans. Effectivement, ces véhicules doivent subir un contrôle technique obligatoire dans un centre agréé au bout de 5 ans de mise en circulation. Ce contrôle est renouvelé chaque année. Le macaron de la visite technique doit figurer sur le pare-brise. Prendre conscience de l'état de pollution de l'atmosphère et du bruit que peut générer un véhicule est un devoir et une preuve de civisme de la part de chaque utilisateur. Comme tu le sais, le véhicule figure parmi les sources de pollution de l'air depuis le moment de sa fabrication jusqu'au moment de sa destruction. C'est au moment de son utilisation qu'il faut veiller à ce qu'il soit le moins polluant et le moins bruyant possible. Pour cela, je dois maintenir le pot d'échappement en bon état, en effectuant des contrôles très fréquents. Ce n'est que de cette façon que mon véhicule n'émettra pas de fumée, de gaz toxiques et des bruits gênants. Il faut savoir aussi se débarrasser des huiles usagées, des batteries déchargées, des restes des véhicules et des pneus hors usage. On est censé choisir des lieux convenables pour jeter ces objets très polluants de la terre et de l'eau.